les punir, enfin les pénaliser plus qu'il ne faut, puisque on espère que de toute façon on pourra décaler dans le temps le projet par lui-même. Mais il est vrai que c'est très compliqué. L'école, on a appris que l'école, qui est le projet initial de ce village, est fermée depuis un bon moment maintenant. Les instituteurs, qui sont des bénévoles au départ, pris en charge en partie par les villageois, sont contraints d'aller chercher des jobs faire des familles d'agriculteurs, mais comme là aussi, il y a des problèmes de semences, etc. Donc, on imagine bien les difficultés et financières, et je dirais même alimentaires. C'est là une question aussi que je voudrais poser à Esmine. Est-ce que ça ne pose pas aussi la crise sanitaire risque de devenir une crise alimentaire? Il me semble que ça continue. Vous m'excusez, là, j'ai des soucis de connexion. La connexion flotte de mon côté. Allons-y, Daniel. Tu entends? Tu entends? Oui, je t'entends bien maintenant. La connexion a flotté un peu. Je disais donc que c'est compliqué dans la mesure où, à Dadia, par exemple, tout est bloqué, les plants d'arbres, on ne les a pas. L'école, qui est le projet initial au départ, est fermée depuis longtemps. Les élèves sont dans les familles. Les instituteurs, qui sont des bénévoles au départ, pris en charge en partie par les villageois, sont contraints d'aller chercher un peu d'argent en allant dans les champs, sauf que les champs, pour aller dans les champs, il faut des semences. Enfin voilà, il y a tout un engrenage qui est en train de se mettre en place. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que ça ne va pas à terme, si ça continue comme ça, vraiment devenir aussi un problème alimentaire pour les gens. Ils ne peuvent pas aller vendre leurs plantations quand elles sont à maturation. Ils ne peuvent pas planter pour les futurs. Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions, je dirais, humanitaires pour le coup. Pour les foyers améliorés, là aussi tout est bloqué. Des évaluations devaient être faites dans les 3 villages où nous sommes intervenus l'année dernière. On ne peut pas mettre tout ça en place puisque la circulation est interdite. Donc, c'est très, très compliqué aussi. Alors, nous, c'est compliqué, mais pas pour nous, en fait. C'est surtout compliqué pour les gens qui sont là-haut, au Togo, au Bénin aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on intervient aussi au Bénin. Et on est coincé, on ne peut rien faire pour aider en ce moment. Et c'est très, très... Et c'est frustrant et c'est très... Comment dire? Ça nous met à mal, je dirais, moralement, parce qu'on est vraiment... on se sent complètement démunis pour aider. Voilà. Bon, on va aussi positiver, où on fait un beau travail de fond avec nos amis Machoudou, Yasmiou, où on partage pratiquement avec le Bénin tous les jours. Eric, moi j'ai des soucis avec ma connexion. Ah. Non, mais on t'entend, Machoudou. Est-ce que tu nous entends? D'abord, je vous entends pas très bien. Et puis, bon, on va... Alors, moi, je préconise que Asmiou, tu enlèves la vidéo. Ça, oui, déjà, Asmiou, oui, tout à fait. Si tu veux, tu peux enlever la vidéo. Ouais, ça sera peut-être plus fluide. Ça va être moins lourd. Ouais. Pareil pour toi, Machoudou. Hein. Ouais. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Merci, monsieur. Oui, on t'entend. Allô, Eric? Oui. Oui, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Ah, vraiment, juste... moi, je ne vous suis pas. Hein. Coupe la vidéo, Machoudou. Allô? Oui. Est-ce que tu entends, Machoudou? Allô, Eric? Oui, de temps en temps, j'ai des coupures ici. Hein. Donc, j'ai des problèmes de connexion, là. Bon, écoute, on va peut-être laisser continuer Claude. D'accord. Ok. C'était, oui, ce côté positif, malgré cette crise, c'est la communication, enfin les échanges qu'on a avec, que ce soit avec les associations avec lesquelles on travaille. Donc, on se tient informé, on va dire, au moins tous les 10 jours.
Sur le Togo, on va faire une intervention avec Lomé, le Festival des Solidarités. En visio. On va faire une visio et de façon laisser la parole, comme on en a aujourd'hui, à nos amis togolais. Qui puissent témoigner. Donc ça va être dans 8 jours, je crois. Et puis, on fait un gros travail ensemble de prévention. L'association avec qui on travaille, les Earth Guardians, font du confinement. Bien sûr, tout le travail que vient d'expliquer Yasminou, toutes les problématiques, elles sont là. Hein. Vivre à Lomé en ce moment, on sait que c'est très, très difficile. Et puis voilà, et puis sur le Bénin, puisqu'on a nos amis du Bénin qui sont là, on a présenté des défis au diplôme de couturière. Et, bien sûr, il n'y en a eu qu'une sur deux qui a été présentée, puisque il y a le confinement. Il y a le confinement. Enfin, voilà. Mais on garde le lien. C'est ça que je voulais dire. Komi, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, effectivement. Je voulais juste rajouter qu'au niveau de notre association, on avait interrompu effectivement les activités plutôt vers le 20 mars avec le rapatriement des volontaires, surtout des volontaires français, qui d'ailleurs ne voulaient pas rentrer. Bon, alors c'est le paradoxe. Il y a deux qui étaient à Tado, se sentaient plus en sécurité, mais sur le fond, la question de responsabilité se pose et elles ont été obligées de rentrer en France. Jusqu'à maintenant, très triste parce que c'est vrai que, comme Asmiou l'a dit, on s'attendait un peu à ce que ce virus ne touche pas plus que ça les pays subsahariens parce qu'on a quand même une population beaucoup plus jeune. On peut supposer qu'il y ait beaucoup plus de défense immunitaire. Pas bon, mais en réalité, on est très peu touché. Ah, tout le monde est parti ou on est D'accord. On est très peu touché, sinon on saurait via les réseaux sociaux. Donc, nous, on a repris au niveau de notre association, on a repris les activités il y a une semaine parce qu'on a des volontaires togolais de l'NVT. Tous les volontaires étaient partis. Donc, il y a depuis une semaine, 3 volontaires sont revenus à Tado puisque les ruchettes sont pleines des abeilles. Il faut faire le transvasement dans les ruches. Donc, là, c'est une opération qui se fait cette semaine. Donc, je ne connais pas la situation plus vers Sokoré, mais je sais que autant pour rapatrier les volontaires, on avait eu l'autorisation du ministère pour le déplacement, que ce soit pour les Français que pour les Togolais. Autant pour retourner de Lomé à Tado, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Alors, est-ce qu'il y a des astuces? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on a un certain mouvement qui se fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ça peut-être qui explique d'ailleurs que la contagion gagne aussi. Peut-être les villages à l'intérieur du Togo qui étaient épargnés jusqu'à maintenant. Sur les autres activités, accès à l'eau, les activités qu'on fait avec Aqua Assistance, avec l'agent de l'eau, on a suspendu les travaux et on espère reprendre en octobre, si tout se passe bien et si toutes les frontières sont réouvertes, etc. Voilà. C'est cette précision que je voulais apporter au niveau des activités de notre association. Merci, Komi. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui veulent faire un point sur la situation de leur projet? Qui veut... Oui. Oui, Farouk. Oui, Farouk. Nous, on mène une action au niveau du village de Cricri. Donc, c'est non loin de Sokodé, donc dans la région du centre. Heureusement pour nous, malgré les préventions sanitaires, on a des personnes qui sont sur place. On est actuellement en train de défricher quelques hectares pour pouvoir commencer. Donc, le travail se poursuit.
Mais il est vrai que c'est plus difficile de se déplacer, puisque notamment quand le scieur est venu couper le bois, il se déplaçait de Socodé et il a été arrêté une première fois. On lui disait que il ne pouvait pas sans autorisation. Toutefois, on a réussi à trouver des alternatives pour ne pas freiner le travail, puisqu'on projette de revenir avec d'autres membres de l'association. Donc voilà un petit peu. Très bien. Merci Farouk. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, moi je voulais juste intervenir Madame Créton. Justement parce que je ne m'exprime pas. Donc j'ai quelques infos individuelles, des personnes rencontrées donc il y a 2 ans et individuellement, voilà, ces personnes sont bien, même si c'est difficile pour elles effectivement à vivre. Par contre, je voulais que vous sachiez quand même que voilà, donc l'asso qu'on avait rencontré et avec laquelle on avait beaucoup travaillé, donc Mouvement Alliance Paysanne au Togo, c'est une association avec laquelle le CCFD a rompu le partenariat depuis 1 an environ. Voilà. Ce qui nous concerne, ça a été vraiment la douche froide. Hein, que le projet avait été initié, vous imaginez bien, assez longtemps en amont. Des Togolais étaient venus en France, nous on y était allés. Voilà, on s'était vraiment attachés à ces gens-là et à leur projet. Et bon, en fait, il y a eu, sans entrer dans le détail, hein, des points de désaccord et de divergence assez forts qui ont fait que le partenariat a été rompu. Voilà. Donc moi, je suis plutôt présente ici pour renouer le lien avec le Togo, avoir des infos sur le Togo, mais je peux pas en retour vous donner des avis par rapport à ce que Mapto vit sur le terrain. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Merci, Madame Créton. Pas d'autres... Oui, bonjour, Jacques Wolfart, Action et Partage Humanitaire. J'avais une question. Donc, compte tenu de la situation au Togo, est-ce qu'il est préférable d'intervenir dans le cadre de la lutte contre ce virus, ou pensez-vous qu'il est davantage nécessaire de continuer finalement nos projets de développement sans trop réorienter nos budgets vers la lutte contre le coronavirus? Et je peux intervenir là par rapport à la question. Je t'en prie. En fait, depuis le début de la crise, des associations s'impliquer dans la gestion de la crise à travers la distribution des dispositifs de lavage des mains. Mais aujourd'hui, on peut se dire que de ce côté-là, il y a quand même énormément de dispositifs qui permettent à tout le monde de respecter cette mesure sanitaire. Ce qui reste à gérer, et à mon avis, n'est pas assez du ressort des associations. Ce n'est que peut-être les sensibilisations. Mener des sensibilisations veut dire que l'on va être amené à regrouper des gens à un endroit donné. Or, les regroupements sont interdits, c'est délicat, et je vois peut-être la distribution des affiches, en fait, avec les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, tout le monde au parfum des informations est nécessaire pour se prémunir contre cette maladie. Donc, je crois que l'intervention de la société civile par rapport à dans le cadre de la gestion de cette crise, c'est beaucoup réduite. Maintenant, le développement, si la circulation le permet, et comme il vient de poser une question liée à ce qui a été possible pour ces volontaires de quitter Lomé pour Tongu. Là, le problème est que la demande de laisser-passer a été centralisée à Lomé. Lorsqu'on est à Lomé pour venir à l'intérieur du pays, le problème ne se pose pas. Semble-t-il, après dépôt de la demande à 112 heures, lorsque la raison est motivante, vous obtenez le laisser-passer. Mais pour nous, il faut descendre à Lomé
pour demander le laisser-passer. Et pour aller à Lomé, on ne peut pas. On nous dit qu'il faut envoyer le dossier, la demande par poste. Or, on sait, aujourd'hui, il y a des ministères qui n'ouvrent plus leur boîte postale. Donc, la situation se complique et on n'a pas confiance que lorsqu'on fait cette demande, elle va arriver au bon moment et qu'on pourra avoir le laisser-passer. Bon. L'idéal serait qu'on nous octroie un laisser-passer à temps illimité, mais je crois que ce qui se passe là, c'est comme si c'est pour des périodes limitées que les laissez-passer sont donnés, juste pour que tu arrives à destination et après, tu n'as plus le droit de circuler. Bon, hors de la préfecture surtout. Aujourd'hui, le bouclage, c'est par rapport aux préfectures ou communes. Après, moi, je pense sur la réorientation des fonds, c'est peut-être aussi voir avec vos partenaires. Est-ce que vos partenaires vous ont fait des demandes spécifiques concernant cette situation, ne serait-ce que sur le besoin en masques ou en produits? C'est peut-être plus localement, directement avec vos partenaires. Vous avez une idée en fait, ça ou pas? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le problème de masques ne se pose pas avec acuité dans la mesure où les couturiers ont produit suffisamment de masques de fortune que tout le monde porte à tout moment. Et donc, le problème ne se trouve plus là. La situation qui reste à gérer aujourd'hui, c'est comment gérer les contaminés et comment les mettre en quarantaine et quels sont les accompagnements médicaux à apporter à ces cas détectés. Oui, s'il te plaît. Machoud. Oui, je ne vous avais pas bien suivi, mais je crois que c'est par rapport aux actions qui peuvent être menées en direction des populations dans le cadre de cette pandémie-là. Et comme Asmir le dit, les masques se vendent comme de petits pains aussi bien, bon, je pense aussi bien au Togo qu'au Bénin ici, mais seulement moi, je pense qu'on peut orienter les actions vers les spots. Allô? On t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. On peut orienter, par exemple. Oui, non, en fait, moi, la question fondamentale que je me pose par rapport à ça, si on a un budget de 6 000 euros, par exemple, que ce budget, on ne l'a qu'une seule fois, pour un Togolais, à l'heure actuelle, au vu de la situation, est-ce qu'il est préférable d'orienter ce budget vers des projets de puits, tels qu'on a l'habitude de le faire, pour un développement plus durable, ou est-il plutôt nécessaire, vu la situation, de l'orienter vers une situation de crise et de ces 6 000 euros dans le cadre de la lutte contre la pandémie? Voilà. Si je dois... ok, je laisse... Allez-y. Vas-y, Machoudou. Oui, je pense que ce qui vient d'être dit là est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose quand on demande aux populations de se laver les mains, alors que, par exemple, dans certains établissements, il n'y a pas de puits. Également, dans certains villages, il n'y a pas de forage. Et donc, le lavage des mains pose un problème. Alors, si on peut mener des actions en direction de la construction des puits de forage, et ça peut être intéressant. Mais l'autre que moi, je voulais dire, en attendant qu'on ait pu avoir les puits, on peut mener des actions, des messages radiophoniques en utilisant les radios rurales, en faisant des spots publicitaires, télévisuels. Comme ça, ça pourra sensibiliser les populations et par rapport au respect des mesures barrières. Parce que pour ce qui concerne le Bénin, par exemple, je peux vous dire, en milieu urbain, le respect n'est pas aussi évident que ça. En milieu rural, c'est encore plus grave. Ce matin, par exemple, j'étais à une soutenance et l'étudiant qui soutenait me disait que lui, il est dans un village, mais que les gens n'ont jamais utilisé de masque. Et lui-même, il n'en avait jamais utilisé. C'est quand il est arrivé à Parakou ici, qui s'en est servi. Et tenez-vous tranquille, les élastiques se sont cassés. Donc, il tenait le masque avec la main comme ça.
Donc, vraiment, ça pose un vrai problème au niveau des villages. C'est pour cela que moi, j'opte beaucoup plus pour des messages très forts au niveau des radios rurales et surtout les spots publicitaires. Oui, et en fait, pour intervenir sur la question, c'est Hasmiou, je crois que par rapport aux ouvrages d'eau, le problème, c'est en fait le choix des opérateurs. Lorsque vous traitez avec un opérateur qui est sur place, qui n'a pas à faire des kilomètres pour aller dans la localité où il doit faire le travail, les engins circulent quand même. C'est les personnes qui sont interdites de circulation, surtout lorsqu'on ne sort pas du rayon de la commune ou de la préfecture, on peut s'arranger. Et ces engins-là, on les voit en circulation. C'est quand on te voit en véhicule et seul, comme si tu voyages loin, que le problème se pose. Mais les engins ou les camions ont quand même le droit de circuler parce que là, on considère que c'est des actions d'urgence. Donc, lorsque vous prenez un opérateur, un partenaire économique, un opérateur qui ne vient pas de loin, qui réside ou qui a ses actions dans un rayon raisonnable par rapport aux localités où vous voulez intervenir, c'est jouable. Les puisatiers aussi, lorsqu'ils sont à moto, à deux, avec leur matériel parfois, et puis il faut le reconnaître, hein, à moto, des gens ont des petits sentiers et qu'on peut emprunter pour arriver à destination en contournant les barrières sanitaires ou les barrières policières. Donc, jusque-là, et pour ces ouvrages, moi, je trouve qu'il est encore possible. Si vous avez, si une association a des représentants sur place, par téléphone, les choses sont jouables. Et même pour les paiements, aujourd'hui, il y a des possibilités de virement bancaire ou des transferts par des systèmes T-Money ou bien Flouz qui peuvent s'opérer pour que la situation puisse se gérer. Kobi, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, effectivement. Moi, je voulais réagir sur faut-il rediriger les budgets vers d'autres actions, notamment celles portant sur la prévention. Moi, je considère aujourd'hui, de par les réseaux que je peux avoir au Togo, je ne vais pas revenir sur la question du masque qui est devenu assez courant. Moi, je pars sur l'idée, pour ce qui nous concerne, qu'on a, au niveau de notre Espace pour tous, on a maintenu le budget sur les actions initiales. Parce que le risque, c'est aussi demain, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on voit bien tous les pays se préparent pour après. Alors, je ne sais pas s'il y aura un après, mais en tout cas, on essaie de se projeter. Et aujourd'hui, je considère que pour ce qui nous concerne, l'apiculture, par exemple, on a redémarré les travaux parce qu'à un moment donné, on a arbitré, on a dit, mais si on ne fait rien, on ne sait pas vraiment comment cette pandémie va évoluer dans le temps. On a repris. Donc, moi, je considère aujourd'hui qu'il faut maintenir, c'est mon postulat, qu'il faut maintenir les budgets sur les projets initiaux parce que j'ai du mal à voir les actions concrètes qu'on peut mener dans le cadre de cette pandémie. J'avoue que les réseaux sociaux au Togo, il y a beaucoup de choses qui circulent sur cette pandémie. Moi, je suis assez réservé sur la redirection des budgets sur des actions. Après, il y a Machoudou qui disait tout à l'heure, c'est Machoudou, non, c'est Asmiou qui disait tout à l'heure qu'on peut quand même faire des activités aujourd'hui au Togo, ce qui est notre cas. Et je pense que si vous avez vraiment confiance à votre partenaire, parce qu'il y a deux façons de déployer les projets aujourd'hui. Soit vous vous déplacez pour vérifier la faisabilité pour un temps donné, ou vous avez suffisamment confiance en votre partenaire et du coup, vous l'autorisez à faire les travaux. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans le deuxième cas, je pense que vous pouvez
relancer les travaux si vous avez le budget qui est maîtrisé. Nous, par exemple, si je prends le cas de l'assainissement, c'est le projet avec l'agence de l'eau, Aqua Assistance. Et du coup, on est plusieurs partenaires autour de la table. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour la personne qui travaille chez l'Électricité sans frontières. Sur le budget d'assainissement et accès à l'eau avec forage, pompe solaire, on a un petit bout qui manque pour le budget de 180 000. Alors, si vous voulez, sur les 180 000, avec l'agence de l'eau, Aqua Assistance et des fondations, on a pu boucler 170 000 sur 180 000. Donc, voilà. Et l'électricité sans frontières, j'en ai déjà entendu parler, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais je considère que, sauf avis contraire des partenaires ici, je pense qu'il faut essayer de relancer les projets. Merci, Komi. Oui. D'autres interventions par rapport à ce qui se dit? Pour la réponse, elle est très claire. D'accord. Concernant notre projet, donc à Capelle Adetta, donc le village de Gozo, bon, il n'a pas vraiment été impacté par la crise. C'est Bodje. Vous m'entendez? Oui, je précise le nom du village, c'est Bodje. Gozo, G-O-D-Z-O. Mais c'est peut-être mal prononcé. C'est Gozo. Gozo, oui. Gozo, hein? D'accord. Oui, donc ce village, c'est un petit village de 500 habitants, donc qui se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres de Capelle Adetta, enfin de Capelle. Et donc, ce projet, en fait, n'a pas vraiment été impacté par la crise sanitaire, parce que nous sommes dans une phase de recherche de partenaires pour le forage en particulier. Concernant l'aspect photovoltaïque, on a un partenaire qui a déjà travaillé avec ESF et avec lequel nous avons eu des expériences positives précédemment. Pour le forage, bon, nous n'avons pas encore trouvé le partenaire qui réalisera à la fois l'étude hydrogéologique préalable et ensuite le forage lui-même. Donc nous sommes en discussion et en recherche. Voilà, donc ça c'est pour le projet sur lequel je travaille avec d'autres collègues de SF. Je me disais aussi que le Togo, concernant cette crise sanitaire, a déclaré une situation d'urgence, je crois, début avril, pour 3 mois. Bon, donc là, nous sommes le 26 mai. Compte tenu aussi de la situation sanitaire qui est plutôt favorable, je crois qu'il y a 380 cas aujourd'hui déclarés et une dizaine de décès, on peut espérer, mais là je suis peut-être optimiste, que dans les toutes prochaines semaines, la situation soit plus facile, enfin soit allégée, que les contraintes soient allégées, que peut-être les autorités prendront des décisions d'allègement des mesures. Mais je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet. Si quelqu'un peut nous donner des précisions. Oui, aujourd'hui, comme je le disais au début, c'est qu'il n'y a aucune précision. Et on peut s'abuser en disant que les autorités ont oublié la population dans cette crise. Parce qu'au-delà de la crise, aussi, voir aussi sur le terrain politique, où aujourd'hui les données sont très, très alarmantes avec les morts par-ci, par-là. Et bon, on se dit que d'ici juin, les choses vont pouvoir entrer en ordre, mais c'est qu'il n'y a pas d'informations en continu et qui permettent à ce que l'on puisse croire à cela. Il n'y a que des mesures qu'on durcit. Et puis, quand on parle Togo, nous, à Sokodé,
n'est sous un régime spécial. Aujourd'hui, Sokodé est la seule ville à être concernée par le couvre-feu avec Lomé, la capitale. Il y a eu des cas de mort à Dapan, des cas de contaminés à Kara, un peu partout, mais ces villes n'ont jamais été soumises au couvre-feu. Donc, quelque part, d'aucuns analysent les données sous l'angle politique. Et quand c'est le cas, on se demande jusqu'à quand les choses vont être claires. Aujourd'hui, comme il a dit, et je suis d'avis, et au niveau de GESCO, j'attendais entrer en discussion avec la direction pour qu'on essaie de rouvrir les bureaux. On va tenter de faire de notre mieux. Autrement, les choses vont se dégrader sur le terrain pour nos activités. Le risque, s'il faut le dire, à ce jour, le risque n'est pas, il n'est pas grand. On peut être au bureau, on peut seul ou deux aller sur le terrain dans un véhicule ou à moto. C'est que quelque part, c'est des données qu'on ne peut pas facilement comprendre qui s'imposent à nous et on est obligé de rester sur place. À mon avis, c'est l'occasion de le dire aussi à Eric. On doit prendre les dispositions pour se relancer et peut-être on va se débrouiller avec nos ordres de mission. Et quand vous les élaborez, la dernière fois, je devais prendre le risque de réceptionner un lot d'alevins et grâce à l'appui de Manchoud, ça n'a pas été facile. J'étais assez stressé, j'ai dit je ne reprends plus. J'ai fait l'ordre de mission, j'ai obtenu le laissez-passer de la mairie, mais ça n'a pas été facile et pour moi d'aller rencontrer Manchoud à la frontière pour réceptionner les alevins. On a réussi à les amener quand même, parce que là, si on reste, et le problème, c'est qu'on n'en aura plus pour la saison, et c'est des produits qui s'organisent après 3 ou 4 mois. Il faut faire la commande 3 ou 4 mois auparavant avant de les réceptionner ou même au-delà. On a pris le risque, j'ai pu amener un lot. Maintenant, l'autre lot, il faut aller à Lomé le réceptionner. Et je suis en train de penser avec la fin du Ramadan, je vais voir ce que je peux faire. C'est qu'on voyage avec toutes les chances d'être renvoyé sur la route, malgré les dispositions, les explications que l'on puisse donner. Je voulais quand même réagir. Asmiou, c'est vrai que je sais que tu ne voulais pas être trop direct tout à l'heure. Sokodé est un cas particulier au Togo. Ce n'est pas pour rien que Sokodé est la ville où il y a le coup-feu à part Lomé, alors qu'on aurait pu penser à Kara, à Takwame, Kpalimé, etc. Donc, il y a eu des situations particulières, des situations géopolitiques qui fait que Sokodé, en tant que tel, est qualifié par certains comme ville rebelle et par d'autres comme ville politique, etc. Donc, c'est une situation particulière et je pense que ça complique le déplacement. Moi, je connais des personnes qui voyagent maintenant de Lomé vers Toun, Tado, Noti régulièrement. Donc, je pense qu'il y a un traitement particulier qui est fait malheureusement ce qui complique le fait des activités. Alors, sans qu'on revienne, mais j'ai entendu Asmiou, ça, la question de la reprise de la direction, parce que pour information aux participants de cette réunion, la direction de GESCOD a fait le choix de demander à ses salariés de rester confinés à domicile. Hein. Donc là, nous, effectivement, on regardera un petit peu avec la direction pour voir si, au regard de la situation et de l'évolution de la situation, si vous pouvez reprendre la direction du bureau. Mais ça se fera en dehors de la réunion. On peut refaire un point ensemble, si vous voulez, demain ou après-demain pour réévoquer tout ça avec la direction de GESCOD. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mickaël, tu veux peut-être dire quelques mots, Mickaël, par rapport au projet que la région développe aujourd'hui
sur la région centrale? Oui, bah, bien volontiers, à la fois pour un petit peu l'information générale des participants et puis pour réagir à l'échange qui vient d'avoir lieu sur les perspectives face à la situation présente. Donc, on a en permanence sur nos 4 partenariats et notamment au Togo tout un petit portefeuille de projets qui tournent. De manière générale, on inscrit beaucoup nos coopérations dans le cadre des appels à projets que lance le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en soutien à l'action des collectivités. Ça nous permet d'obtenir des cofinancements assez significatifs de l'État. Et puis, c'est bon, hein, les financements même sont significatifs et puis la validation officielle que ça nous apporte est aussi importante. Ça montre que voilà, on inscrit notre action dans l'action de la France en général. Donc, on a une pratique assez avancée de ces dispositifs-là, ce qu'on présente est généralement accepté, ce qui est plutôt un motif de satisfaction pour nous. On a en cours, si je reprends, on a 2 projets entre le Togo et le Bénin qui sont soutenus par l'État. On en a 2 en plus qui sont en cours d'instruction pour les appels de cette année. On n'a pas encore la réponse officielle, mais bon, on a plutôt bon espoir. Je précisais Togo et Bénin, puisque comme vous l'avez compris, comme les 2 pays sont frontaliers, on a un certain nombre de projets qui sont menés parallèlement avec la région centrale et avec les départements de la Liborie et du Borgou au Bénin. Ces projets, donc, il y en a un au Togo sur l'égalité femmes-hommes sur la période 2019-2021. Et puis, il y a tout un axe de coopération sur l'agroécologie durable pour l'alimentation, qui lui est à la fois au Togo et au Bénin. Celui-ci appuyé sur l'AFDI et l'AXIR comme partenaire technique principal. Et puis, les 2 projets qu'on a là dans les tuyaux ministériels seraient sur l'insertion économique des femmes et puis une nouvelle phase sur l'agroécologie durable et l'alimentation, puisque le précédent projet vient de se terminer. Et j'en ajoute un d'ailleurs que j'ai oublié sur la gouvernance locale, également au Togo et au Bénin. Et puis parallèlement, on a des petits projets qui sont des projets plus concrets. Le ministère va surtout financer des projets du soft, comme on dit, c'est-à-dire des projets d'échange d'expérience, de bonnes pratiques, de renforcement de capacité, de formation, avec normalement pas de réalisation concrète. Elles peuvent y être intégrées si elles relèvent directement du projet, mais pour ce qui est des réalisations plus concrètes, éventuellement des investissements d'infrastructures, ce sont des petits projets qu'on finance à part. Et on en a 3 en cours, un dans le domaine de la santé, qui est un gros axe de coopération assez récurrent, avec notamment des actions dans le domaine de l'optique. Renforcement du système de soins. Donc ça, bon, c'est un projet qui avait été conçu avant le déclenchement de la crise, mais qui prend tout son sens. On a un projet sur le développement de l'agriculture bio dans les lycées et également dans le domaine éducatif, un projet sur la culture scientifique et technique. Donc voilà, ça illustre un peu les différents domaines dans lesquels on coopère de manière assez récurrente. S'agissant de la question de la réorientation de nos coopérations, à ce stade, la réflexion n'en est pas là. Le fait est qu'on a des coopérations qui s'inscrivent plutôt dans le long terme, avec en général sur les projets que j'ai évoqués, quand il y en a un qui se termine, on a des idées dans les tuyaux, dans les tiroirs en tout cas, pour relancer quelque chose dans la continuité. Et tout ça contribue de manière générale à la résilience des territoires, alors résilience sanitaire, mais également résilience agricole, alimentaire, ce qui est lié, résilience écologique. Donc, c'est une manière, de manière un peu plus structurelle, de répondre aux enjeux que soulève la crise actuelle. Donc, à minima, la question à laquelle on va devoir réfléchir, à laquelle on est en train de réfléchir
c'est tout simplement un report de ces projets-là, puisque la plupart des calendriers sont de fait bloqués et reportés de plusieurs mois au minimum. Mais on n'est pas encore, voilà, on se projette pas encore sur le lancement de nouveaux projets et sur la question de savoir si on va devoir mettre une grosse priorité sur le domaine de la santé. Merci, Michael. S'il te plaît, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Michael vient de dire. Pour certains de nos amis, des associations qui interviennent dans le domaine de l'eau et assainissement, que nous avons quand même une certaine expérience dans ce domaine. On a exécuté déjà 2 programmes d'eau et assainissement avec le cofinancement de la région Grand Est et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et la première phase, c'était avec des forages équipés de pompes manuelles. Et la dernière phase que nous avons eu à exécuter en commun avec le Bénin portait sur la mise en place des mini-addictions d'eau équipées de pompes solaires. Et là, côté assainissement, nous exécutons souvent des latrines sèches qu'on appelle des latrines écoussantes. Pour dire que nous avons, pour les amis, si jamais ils ont des questions relatives à ce domaine d'eau et assainissement, et nos échanges peuvent permettre d'évoluer. Oui, tu vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu évoques ça tout à fait judicieusement, puisque ça avait été évoqué plus tôt dans le cours de la réunion que l'une des mesures imposées par la crise, c'était de se laver les mains et que pour ça, il faut les infrastructures adéquates. Ouais. D'autres questions, d'autres interventions? Oui, sinon, sur le point de l'ordre du jour, la question que j'ai à poser aux amis des associations, c'est de savoir si certaines associations, des partenaires locaux avec lesquels ils travaillent, ou il y en a qui ne travaillent que directement depuis la France. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Action et Partage Humanitaire, donc nous travaillons depuis une vingtaine d'années au Togo sur des micro-projets de développement. On travaille avec la DSPE, une association locale de Lomé, et qui travaille essentiellement au moyen mono. Notre principale action, ce sont de réaliser des puits dans les villages, détectent avec l'aide des villageois ces lieux et nous, régulièrement, disons tous les 2 ans, on se rend sur place et on visite avec eux les puits donc réalisés et on prospecte avec eux les futurs puits qu'on va réaliser avec les autres membres de l'association. Et parlant, s'il vous plaît, parlant de puits, est-ce qu'il s'agit de puits à grand diamètre ou vous voulez parler des forages? Parce que dans la politique actuelle de l'adduction d'eau potable, les puits à grand diamètre sont proscrits. Qu'en est-il avec vos interventions? Alors, effectivement, la question s'est posée tout à fait récemment. Pour l'instant, c'est plutôt des puits à grand diamètre avec un treuil, même 3 treuils qui permettent finalement à 3 personnes différentes de récupérer l'eau. Ceci dit, nous avons depuis toujours mis un couvercle justement pour un peu protéger l'eau pendant la période de non-utilisation du puits et nous avions un muret autour justement pour également protéger donc la structure. Voilà. Maintenant, effectivement, d'après les dernières informations, on doit un peu changer notre façon de faire les choses. Mais ceci dit, j'ai aussi entendu beaucoup de mal par rapport à un forage, disant que le forage, une fois que la pompe est gâtée ou cassée, avec un puits, on peut toujours encore chercher de l'eau. Avec une pompe qui a quand même une durée de vie limitée, finalement, toute la structure est gâtée, quoi. Et la délicatesse avec les puits à grand diamètre, c'est les problèmes d'infestation. Ces puits sont très exposés
à la pollution, pollution directe, parce que là, c'est avec les codes que l'on utilise pour puiser de l'eau dans le puits qui est sur l'eau des puits. Et là, le problème reste délicat à ce jour. Ce qui fait qu'au-delà des difficultés liées à la gestion des pompes, il y a quand même les dispositions parce qu'il y a souvent, on forme les techniciens et réparateurs des forages, un système d'accompagnement à la réalisation des forages. Et ce qui fait qu'à ce jour, il n'y a que les forages qui sont acceptés. Je ne sais pas ce qu'il en est du partenariat avec la direction en charge de l'eau. Est-ce qu'ils approuvent les actions par rapport à ce qui se fait en termes de puits à grand diamètre et quelles sont les dispositions qui sont prises? Parce que là, lorsque c'est le cas, c'est qu'on doit mettre en place un dispositif de traitement à base de chlore, ou du moins de l'eau à base du chlore qui doit se faire régulièrement pour éviter d'exposer les consommateurs aux maladies liées à l'eau. Oui, en fait, une autre question qu'on pourrait se poser, j'ai compris que vous étiez basé sur Sokolé. Si on installe des puits dans le moyen mono, est-ce qu'une équipe de Sokolé pourrait, elle, en cas d'avarie, de problème, intervenir dans le moyen mono pour réparer si on installe des puits avec forage voilà, ça c'est possible. Non, en fait, pour ce qui est de la réparation dont je fais allusion ici, c'est des réparateurs communautaires. C'est au niveau local qu'on forme des artisans locaux à la réparation de ces pompes. C'est ce qui se fait à ce jour. Alors, si je peux me permettre, vous intervenez, si j'ai bien compris, au moyen mono. C'est la même préfecture dans laquelle on intervient. On sait qu'avec surtout la mise en place des communes, il y a un organisme qu'on appelle OCEPA. OCEPA a la délégation, quand bien même l'eau d'espace pour tous avec des partenaires ici, on va aller faire, par exemple, comme le cas, ce qu'on est en train de faire dans 2 villages, on va faire des forages avec pompes solaires. Et je ne vais pas revenir sur les explications de Asmiou tout à l'heure, effectivement, sur le plan hygiène ou sécurité. Nous, on a préféré forage avec pompe solaire. Quelque part, quand on va terminer l'ouvrage va être transféré à l'OCEPA, qui est un organisme, qui est une émanation et dont la délégation est maintenant transférée aux communes. Donc, quelque part, ça voudrait dire que même quand vous avez un puits maintenant au Togo, quand vous faites un puits, l'association ne va pas pouvoir gérer en direct du puits l'eau. Ça va être transféré à un organisme qui s'appelle OCEPA et qui est sous la direction des communes nouvellement établies au Togo. Donc, du coup, l'OCEPA va gérer et les recettes éventuelles issues de l'exploitation de l'eau et aussi les réparations associées. Donc, je pense que il va falloir, je ne sais pas dans quel coin vous êtes au moyen mono. Et dans tous les cas, si c'est moyen mono, c'est le chef-lieu de la préfecture. Canton de Dalia. Où? Dans le canton de Dalia. Est-ce que vous connaissez Toon? Non. Mais en tout cas, avec M. Schultz, donc Denis, il nous a dit que la prochaine fois qu'on devait aller au Togo, on devait prendre contact avec le correspondant. Oui, Asmiou. C'est peut-être de vous à Sokolé. Et on avait d'ailleurs même fixé un rendez-vous avec cette personne au mois d'avril. Mais bon, après la crise étant venue, on n'a pas pu se déplacer. Et on voulait justement créer un espèce de partenariat pour voir s'il était possible de travailler ensemble. Il le faut, parce qu'on a des règles. Nous, on a découvert, je suis d'origine togolaise et pourtant j'ai découvert que je pensais à l'origine qu'on pourrait aller faire ce qu'on voulait, mais non, on a... par exemple, il y a la direction hydraulique qui est à Takwame, qui est le chef-lieu de la région des plateaux, dans la région dans laquelle se trouve la préfecture
dans laquelle vous intervenez, qui est Moyen-Mono, et dont le chef-lieu est à Toum. Et le Toum, il y a la commune est située à Toum. Donc, je pense que pour la question d'eau, indépendamment du partenariat, le lien avec GESCO au Togo, en tout état de cause, il faut l'autorisation de la direction hydraulique de l'eau et sous tutelle de l'OCEPA, qui est un organisme qui gère la question d'eau, en fait, la gestion opérationnelle d'eau au Togo. Voilà. Ce qui est très intéressant dans l'échange que nous avons, notamment ce dernier échange, c'est qu'on voit bien qu'entre les associations, vous avez des problématiques et qu'une partie des réponses, notamment en termes d'interlocuteurs, en termes d'identification de partenaires potentiels, d'autres ont déjà été confrontés à tel ou tel sujet et ils peuvent être des facilitateurs par rapport au projet. Alors nous, on est complètement dans le rôle de GESCOD, qui est là aussi pour mettre les structures en rapport, en relation, essayer de construire des choses, apporter des réponses quand il y a des problématiques qui se posent. Donc simplement, on se le disait avec Jennifer, évidemment, les coordonnées des uns et des autres seront à votre disposition. Comme ça, vous pourrez aussi continuer les discussions entre associations sur les problématiques que vous avez pu évoquer à l'occasion de cette rencontre. D'accord. Et moi, j'ai une autre réunion à 16h30. Malheureusement, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir d'échanger sur des sujets aussi divers. Merci. Merci, Merci. Ok, ça marche. Merci, à bientôt. Au revoir à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres... Quelqu'un veut intervenir? Vous avez des remarques par rapport à ce qui a été dit? Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste, si c'est possible, dire un mot sur l'intérêt de n'être jamais le seul financeur dans un projet. Je vois au niveau du CCFD Certificat Solidaire, par exemple, tous les projets sont toujours soutenus par plusieurs assos. Il n'y a jamais un seul payeur, en fait. Voilà. Je pense que c'est aussi d'efficacité, de transparence. Il y a un souci avec un financeur, il y en a un autre qui peut de relais. Voilà. Vous mettez jamais une asso en péril si jamais il y a un souci avec le financeur. Voilà. D'où l'intérêt de faire des regroupements associatifs. Peut-être un petit point d'information. Je pense, puisque vous êtes adhérent ou dans le réseau GESCOD, donc vous avez eu aussi un certain nombre d'informations. Vous êtes tous destinataires de la lettre d'information, le point info. Oui, vous êtes destinataire du point information que GESCOD adresse aux membres du réseau. Vous avez sans doute remarqué dans un des derniers points info que dans le cadre d'une convention qui lie au niveau national les réseaux régionaux multi-acteurs et l'Agence française de développement, une convention a été signée et notamment à l'intérieur de cette convention a été décidée la mise en place de ce qu'on appelle les fonds territorialisés, c'est-à-dire des fonds qui vont permettre d'accompagner des projets sur le territoire du Grand Est, d'animation et d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Donc il y a un appel à projet qui est lancé. Alors les dates butoirs, je les ai plus en tête. Jennifer, mais je crois que c'est dans le courant du mois de juin ou d'ici l'été. D'ici fin mai. D'ici fin mai, je crois. Fin mai, voilà. Donc toutes les associations qui
aurait un projet de développement sur le territoire du Grand Est. Hein. Encore une fois, on n'est pas au sud, hein. On est sur le territoire du Grand Est. Dans des actions d'EXI, eh bien, il y a possibilité de déposer un dossier dans le cadre de ce fonds afin d'obtenir des financements. Non, dans le Grand Est, il a dit pas de sud. Sachez, pour information, qu'il y aura une dizaine de projets, hein, puisque ce fonds est doté de 45 000 euros, et donc il y aura une dizaine de projets qui seront retenus par rapport. L'association va être montée. On va prendre pas construire depuis le Grand Est. Ben voilà ce que j'ai compris, hein, parce que je l'avais vu ce machin, mais j'ai pas donné suite. Moi. C'est plutôt. Je te l'avais pas envoyé le point info. Non, c'était la marque. Fermez votre micro. Oui, est-ce que ces projets ont des thématiques précises et des lieux géographiques précis, ou alors c'est n'importe quel projet de développement? C'est des projets qui ont vocation à se développer sur le territoire du Grand Est. Hein, mais je laisse compléter Jennifer. Hein, oui, là, on est vraiment sur l'éducation à la citoyenneté. Mais je sais pas si je me souviens plus sur le point faux si vous aviez un lien avec le règlement de l'appel à projet. De l'appel à projet. Mais ça, on peut vous renvoyer hein, le règlement de l'appel à projet. Hein, si il y était. Il y était, voilà. D'accord. Ok, merci. Oui. Ok, nous l'avons. Voilà. Comme ça, vous avez tout ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Mais Jennifer, on avait échangé sur ce sujet. Merci Gabriel. Gabriel remet le lien sur la conversation de la réunion hein, que vous pouvez trouver dans le petit encadré à côté de la main. Quand vous cliquez dessus, vous avez la conversation de la réunion qui apparaît et Gabriel vient de vous partager le lien où vous pouvez avoir les informations sur le dispositif. Voilà. Merci. Oui, Claude. Oui, la discussion qu'on avait eue dernièrement sur ce sujet, et c'était un peu comment on l'insérait, puisque c'est tout à fait différent, mais par exemple, comme nous qui sommes dans les ODD, oui. Auprès des lycées, collèges et autres. Lycées, collèges et autres. Et bien sûr, nous, on est déjà dans le projet, et comment on peut insérer un autre projet. Et ça, je pense que ça mériterait franchement un tour de table spécifique. Pardonne-moi, Claude, hein, c'est deux projets qui sont totalement différents. Hein. Je sais bien. Voilà. Hein, donc, c'est pas pour y inscrire des démarches qu'on peut faire dans les écoles dans le cadre du diode. C'est vraiment des projets en dehors du dispositif du binôme entre associations et établissements scolaires. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'une action dans le cadre du Festisol rémois, puisqu'on parle de Reims, pour nous, s'inscrit dans cet appel à projet? À mon avis, il faut être prudent parce que dans le cadre du Festival des Solidarités, il y a déjà des financements qui sont mobilisés. Oui. Hein, donc, il faut faire attention, à mon avis, parce que si c'est dans le cadre du Festisol, ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont mobilisés pour pouvoir financer un certain nombre d'opérations qui sont organisées dans le cadre du Festival des Solidarités. Et je ne crois pas, en tout cas, après, il y a une instruction des dossiers, mais je ne suis pas sûr qu'un projet qui aurait pu être déjà financé ou apporter des fonds dans le cadre du Festival des Solidarités puisse de nouveau être éligible sur le dispositif des fonds territorialisés dont je vous parle. Hein. Non, je pensais à une action en amont des dates du Festisol qui nourrirait une production pour illustrer l'action justement lors du festival. Ah oui. Porté par une association, bien voilà. sûr, pas porté par nous. Ça pourrait être quelque chose d'éligible, je pense. Ouais. Après, oui, ça c'est possible. Mais il faut bien relire sur les critères d'éligibilité qui sont envoyés. Voilà. Et comme on a échangé encore avec Jennifer sur ce sujet, pour moi, le danger de l'action des ODD, avec des petits financements pas toujours faciles,
des petites associations comme nous qui sommes un petit peu débordées, si on se lance dans ce genre de projet, j'ai un peu peur qu'on laisse tomber un peu les ODD ou qu'on fasse rentrer le projet qu'on a dans les collèges ou ailleurs dans ce genre de projet. Ah non, parce que c'est autre chose. Oui. Jennifer a bien compris. On peut faire un choix différent en fonction, bien sûr, de l'enveloppe. Oui. Oui, je comprends. C'est un peu dangereux, quoi. Ouais. Enfin, sur le projet, là, sur l'appel à projet récital, il faut que l'association apporte quand même 40% du projet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Ça a le mérite d'être. Ouais. Après, il faut voir voilà, sur l'action qui veut être, que vous souhaitez mener. Merci. C'est beau, Machelou. Comment se fait-il qu'on ne voit que notre ami Asmiou? Non, Machelou. Allô? Asmiou a coupé sa caméra. Pardon? Allô? Oui, je disais, on ne voyait que ta photo. Tu es très jolie. Hein? Qui ça? Machelou. Il ne faut pas lui dire ça, Claude. Il ne faut pas dire ça. Et je suis obligé de le faire. Non, il parle de toi, Asmiou, il ne parle pas de moi. Hein. Oh, bah, non. Mais c'est ton nom, j'ai écouté, c'est ma caméra ou c'est la connexion qui fait que je suis obligé de couper. Il faut demander de changer le matériel. Exactement. Bon, c'est pas G-Code, c'est le Togo. Ah. C'est vrai aussi. Sinon, G-Code a tout mis en place, mais la plus belle fille ne peut offrir que ce qu'elle a ou ce dont elle dispose. Ah, je te retrouve. Alors, je renverrai bien le compliment pour les garçons s'il n'y a pas. Bien sûr. Oui, n'oubliez pas qu'il y a des filles. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la situation au Togo et des questions à poser à Asmiou par rapport à ça, ou y compris au dispositif là, qui se met en place? En tout cas, on est à votre disposition, hein, n'hésitez pas. Pas de poser des questions. Je vais devoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Je crois que mon temps aussi est arrivé. Merci à Eric, merci à Jennifer, ainsi que merci à tous les participants. Je suis désolé. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de réunion. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. On peut peut-être clôturer la réunion si plus personne n'a. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous fera une petite. Puis on aura l'occasion. Ok, très bien. Allez. On va faire une petite synthèse des échanges. On va mettre les coordonnées de chaque association. Comme ça, si vous souhaitez poursuivre des échanges entre vous, voilà, ce sera beaucoup plus par mail. En tout cas, si je peux me permettre de clôturer à ma façon, c'était très pertinent. Enfin, je trouve cette réunion très pertinente parce qu'on a tous besoin, je pense, de sentir que le réseau est bien vivant, malgré le contexte très, très éprouvant pour tous. Et ça va permettre, je pense, de tenir une dynamique que l'on veut absolument positive, et ça participe à la positivité. Donc, merci. Et pour conclure, mon ami Machoudou et Asmiou, bien sûr, on va prier tous les dieux qu'on connaît ensemble pour qu'on soit là au mois de novembre. On lâche rien. Dieu est grand, ça va aller, Inch'Allah. Je te remercie. Voilà, c'est bon. Et puis évidemment, de notre côté, on va voir un peu de quelle manière on peut essayer de structurer ce groupe, hein, parce que il y avait un certain nombre de personnes aussi qui se sont excusées. Et voilà, ça permet aussi aux associations, aux réseaux, aux collectivités qui interviennent comme la région au Togo de pouvoir justement avoir ce temps d'échange. À titre d'exemple,
on a un groupe Burkina qui fonctionne au sein du réseau GESCOD. Et alors, il fonctionne depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et à titre d'exemple, ce groupe, qui était composé au départ d'une 50aine d'associations, il y en a 4-5 aujourd'hui qui ont décidé de construire ensemble un projet commun à proposer à l'Agence française de développement. Hein? Donc voilà, il y a aussi des choses qui peuvent demain, alors là, ils commencent, hein, c'est vraiment, quelque part, ils ouvrent le bal, et ils essuient un peu les pots cassés, hein, donc ils sont en train d'essayer de structurer un petit peu quelque chose, mais je pense que ça peut être aussi intéressant à terme, hein, de voir un peu comment on fait vivre le groupe Togo et comment on l'articule, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'était un peu sous-entendu, mais aujourd'hui, GESCOD au Togo, via la région Grand Est, parce que c'est la région Grand Est qui a cet accord de coopération, nous, notre secteur d'intervention GESCOD est limité, hein, au territoire de la région centrale, hein, de fait. Hein. Donc les actions qui sont conduites, enfin qui sont accompagnées par GESCOD, elles le sont sur le territoire de la région centrale. Hein. Nous n'intervenons pas en dehors de la région centrale. Hein. On peut ponctuellement, sous réserve de l'accord de la région, apporter un appui, apporter des conseils, évidemment, aux acteurs du territoire du Grand Est qui développeraient des projets sur le Togo. Mais on a quand même, nous, cette délimitation géographique pour lequel donc, notre intervention est reconnue, quoi, et qui est liée à la coopération régionale. Hein. Donc, voilà. Oui. Ouais, nous, on est à 100%, bien sûr, puisqu'on est demandeur depuis le début. Et par exemple, sur le village de Dalia, sur ce codé sur lequel on travaille, on a correspondu avec notre ami SMIU, ne serait-ce que pour avoir des renseignements techniques, pour gagner du temps. Et on est déjà dans le partage depuis un certain temps. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Et puis n'hésitez pas, en tout cas, vous avez nos coordonnées, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous s'il y a des questions particulières. Et puis on va voir avec Jennifer, hein, pour vous faire un petit compte rendu et puis vous transférer un petit peu les contacts, hein, des uns et des autres avec leur domaine d'intervention. J'ai fait quelques photos, je peux les diffuser? Ah bah oui, tu peux les diffuser, bien sûr. Nous, on trouve intéressant de montrer aussi à nos amis togolais, béninois et français qu'on continue tous à travailler, à degré un peu. Malgré la situation, voilà. la crise. Voilà, Donc, si on a votre accord, on fait alors, ok. C'est tellement important. Pour nous, on trouve ça tellement important. Ouais. Voilà, bien. Eh ben, merci à tous. Et puis, ben, à bientôt. Merci aussi. Daniel et Claude, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Alors, Asmi, est-ce qu'on peut se reprendre après? Oui, alors. Machoud, oui, Asmi. Je te demande si on peut se reprendre après. Qui? Oui, non. Les deux bon, nous, on s'en va? Oui, allez. Au revoir. Oui, mais allez-y, Claude et puis Daniel. En tout cas, nous, on est en contact tous les jours. Oui. Claude et Daniel. Oui, avec plaisir. Allez. Non. Ok. À bientôt. À titre personnel, t'embrasses toute ta famille. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, Machoud? Allô? Oui, Asnou. Oui, allô, Machoud? Oui. Tu m'entends? Je t'entends bien. Oh, tu sais, mon PC, là, vraiment, il faut que je le change, quoi. Chez toi, c'est le PC. Chez moi, tu sais.
Tu sais ce qui s'est passé? Non. Je me dis, pour être sous le bon réseau, je viens au bureau, j'arrive, Mohamed ferme la porte, il sort et il bloque son téléphone. C'est pas vrai. Et tu n'avais pas la clé? Je n'ai pas la clé. Oh, c'est pas croyable. Désormais, je vais prendre une clé de toutes les portes. C'est pour éviter de transporter des clés sur moi, surtout qui sont permanemment là. Oh, tu parles, ces gens-là, une fois qu'on tourne le dos eux-mêmes, ils ne vont qu'à leur occupation. Hein? Non, c'est des problèmes, quoi. Donc là, tu m'excuses, hein? C'est un problème. Allô, ma chou. Oui. Est-ce qu'on peut se rappeler après? Oui, j'ai laissé les garçons au champ, oui, les rapporter à manger. Ah non, mais je cours là. Oh, il n'y a rien d'urgent. Asme, tu peux y aller. Voilà. Après, on va s'appeler. On s'appelle après. OK. Allez, bonne fin de journée. Pour le PC, merci. Pour le PC, ils ont compris tes difficultés. Et c'est la malchance qu'on n'est pas allé en France. Tu te serais servi une bonne nouvelle machine oui, et puis ça va aller. Exactement. Mais ce n'est que partie remise. On verra bien. Ça va aller. Merci. Okay, il m'a beaucoup stressé, bien. Mohamed. Tu es bien beau avec ta tenue là. Ah oui, je croyais qu'on allait les surprendre avec le même modèle. C'est ce à quoi je m'attendais. Ça, on ne va rien se dire, mais par hasard. Non. C'est bien que ce ne soit pas le même modèle. Ces éléments-là. Ah, il n'a pas fait le même modèle? Non, j'ai fait le même modèle, mais comme je suis allé à une soutenance, j'ai voulu porter autre chose, quoi. Oui, voilà. Je me disais, par hasard, tu vas choisir le modèle là, et ils vont se poser des questions, ils vont dire, mais ces gens-là, c'est une forme ou comment? Moi. Voilà. Quand je m'habillais, je disais, ah, il y aura une forte surprise aujourd'hui, une grande surprise aujourd'hui, les gens vont rire de nous. Oh là là. Là, je vais courir à la ferme apporter à manger au pain. D'accord, entendu. Donc, allez, bonne soirée à toi. Merci.